Un jeu, ça va. Un peu. Ah, ça me va. Ça me Le château de Fontainebleau est un véritable livre d'histoire de France que nous vous invitons à découvrir tout au long de cette promenade. De cours en jardin, de fontaines en bassin, de façades en parterre, Fontainebleau nous raconte l'évolution d'un palais royal de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Au cours de notre parcours, vous découvrirez comment par la seule volonté des souverains et grâce aux plus grands architectes et artistes de leur temps, un site marécageux perdu au milieu d'une clairière est devenu un des plus beaux et célèbres palais de France. Nombreux sont les rois de France qui laissèrent leur empreinte à Fontainebleau. Saint-Louis, François Ier, Henri IV, Louis XIV pour ne citer qu'eux, sans oublier Napoléon Ier qui disait de lui lors de son séjour à Sainte-Hélène « Voilà la vraie demeure des rois, la maison des siècles ». Fontainebleau accueillit plus de 30 souverains en 8 siècles. Ils venaient avec leur cour pour assouvir leur passion de la chasse et profiter des divertissements créés pour l'occasion, faisant du château un foyer de création artistique incomparable. Le petit train et le château de Fontainebleau vous souhaitent une agréable visite. Anciennement appelée cour du Cheval Blanc. D'une superficie de presque 2 hectares, elle fut construite sous le règne de François Ier. Cette cour était à l'origine entourée sur ses 4 côtés de bâtiments édifiés en grès, briques et moellons enduits. Sur votre droite, la grille d'honneur fut dressée sous Napoléon Ier qui souhaitait donner une entrée solennelle au château. Elle est ornée des emblèmes impériaux, le monogramme M et 2 aigles dorés à la feuille d'or. L'aile des ministres, sur votre gauche, possède un pavillon central orné de la salamandre de François Ier et de son chiffre royal. La façade devant vous est le résultat de nombreux ajouts des souverains qui se sont succédés à Fontainebleau. Au centre, admirez le majestueux escalier en fer à cheval qui fut ajouté à la demande de Louis XIII en 1632. Réalisé en grès, il est une des images fortes du château. C'est au pied de cet escalier que Napoléon Bonaparte fit un célèbre discours d'adieu à sa garde impériale le 20 avril 1814, avant son départ en exil sur l'île d'Elbe. Il dit notamment « Continuez à servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. » Cette cour prendra dès lors le nom de Cour des Adieux.
les chemins comme ils sont. T'as pas une pole, tu le vois là, t'as pas une pole d'air qui dépasse. Ah ouais, ça c'est. Eh oui, c'est des. Sur votre droite, on distingue le bâtiment du jeu de paume. Cette salle a vu jouer Henri IV, Louis XIV ou encore Napoléon. Ancêtre du tennis, ce jeu de main, populaire à l'origine, s'est vite imposé comme le sport favori des rois. 3 salles sont en activité en France, mais celle-ci est la seule qui soit installée dans une demeure royale. Le jeu de paume est toujours pratiqué de nos jours et l'on accueille encore ici régulièrement des compétitions. Le jeu de paume est à l'origine de nombreuses expressions françaises comme épater la galerie, tomber à pic, rester sur le carreau ou bon pied bon oeil. Une des plus célèbres est sûrement qui va à la chasse perd sa place et n'a aucun rapport avec l'activité favorite des rois en forêt de Fontainebleau, mais désigne un changement de côté des joueurs sur le terrain. Ou bien encore, jeu de main, jeu de vilain, car seuls les vilains, c'est-à-dire les roturiers, pratiquaient encore ce sport à main nue, alors que la noblesse utilisait une raquette à cordage. Oui, à force, oui, je pense que ça fait une raquette après. Sur votre droite, vous découvrez le jardin de Diane. Ancien jardin réservé à la reine, il doit son nom actuel à la célèbre statue de Diane, déesse de la chasse, qui orne la superbe fontaine centrale ajoutée à la demande d'Henri IV. La statue actuelle, Diane à la biche, date de 1684 et c'est à l'ingénieur fontainier Francini que l'on doit la disposition sur son socle des chiens urinants et des têtes de cerf crachant de l'eau. Créé par François Ier, ce jardin subit de nombreuses transformations. Ce fut d'abord un jardin à la française, fait de parterres de buis taillés. Napoléon Ier, puis Louis-Philippe en feront au XIXe siècle un jardin à l'anglaise tel que vous pouvez l'apprécier aujourd'hui. J'étais par terre. Le livre. Ouais, c'est bon. Pas le même. Ah ouais, je suis fatigué parce que pas comme moi. C'est que je suis fatigué aussi. Je dis oui. Les moyens, c'est pas les mêmes. C'est qui manque. Oui. Et là, on sait même pas où c'est. C'est où là? Pour les offices. Sur votre droite, admirez la porte du baptistère, construite à la demande d'Henri IV en souvenir du baptême de son fils, dauphin et futur roi de France Louis XIII, qui eut lieu dans la cour en 1606. Remarquables pour leurs larges écailles. La chasse aux carpes était un des divertissements favoris des souverains. On utilisait des cormorans dressés comme oiseaux de proie pour attraper d'un coup de bec les poissons royaux. Dès le XVIe siècle, cet étang servit de cadre à de grandes fêtes, des joutes nautiques et des feux d'artifice. Le pavillon que vous découvrez au centre du bassin fut édifié sous Louis XIV et servait pour les divertissements de la cour, collations, concerts, mais une tradition populaire soutenait que les souverains y tenaient des conseils secrets. Devant vous, la grille de Maintenon a longtemps été l'accès principal menant au château de Fontainebleau. Elle constituait le point de départ et de retour des chasses à cour royales.
votre droite, vous découvrez le jardin anglais d'une superficie de plus de 15 hectares. Il fut le jardin des Pins sous François Ier, puis un parterre de buis sous Louis XIV. Cependant, durant la Révolution française, il servit de champ de manœuvre à l'école militaire spéciale installée dans le château avant de déménager à Saint-Cyr. Ce n'est qu'en 1812, sous Napoléon Ier, que ce jardin fut transformé en jardin à l'anglaise par l'architecte Maximilien Hurtaud. Il lui donna sa forme actuelle et son caractère romantique. On y fit planter des arbres exotiques tels que des sycomores, séquoias ou encore cyprès chauves. Une rivière artificielle, typique des jardins anglais de cette époque, serpente depuis l'emplacement de la légendaire fontaine Belle-Eau jusqu'à l'étang des Carpes. D'autres éléments romantiques furent ajoutés tels que ponts, grottes, rochers et fausses sources. Enfin, ce jardin est orné de magnifiques statues de bronze et de marbre. Et même peut-être qu'ils ont même une image parce que là, tu vois, c'est des fluides complètement un jour. Même si c'était en calme. les pieds, c'est les bras, mon gars. Je peux encore compter sur mes bras. C'est vieillissant. Ce jardin était le lieu privilégié des promenades de la cour. D'une superficie de 14 hectares, c'est le plus vaste parterre d'Europe.
14 hectares à fond. Il faut regarder. C'est content tout à l'heure. Plus longtemps. Si, il va s'arrêter, j'espère. Pas d'un coup, messieurs, dames. Il va s'arrêter. Sur votre droite, les nombreuses sources du parc et le trop-plein des bassins du château. Il servait à l'origine à l'élevage de truites et offre aujourd'hui une grande variété de poissons qui fait le bonheur des pêcheurs. Sous Louis XIV, André Le Nôtre fut chargé de créer une perspective visuelle du grand parterre et du grand canal. Il réalisa le bassin des cascades en contrebas ainsi que les deux allées inclinées de part et d'autre qui permettaient l'accès des carrosses vers le parc. Admirez enfants ces 4 colossales statues en grès de bustes de femmes sur un corps de lion. Ce sont les sphinges. D'ici, nous avons une superbe vue sur le parc du château d'une superficie de près de 130 hectares.